Ok, Billy, mets-toi en position. T'es en état d'arrestation, tu mets tes mains contre le mur. Allez. Va te faire foutre! Tu mets tes mains contre le mur. Allez. Va te faire foutre! Bonjour, je suis Fry3000 et vous avez peut-être déjà vu certains de mes montages tels que Cinéman, Film Total ou Roi Enoch aime la France et les chaussons aux pommes. Alors, si comme moi vous aimez le cinéma déviant et les nanars, vous avez sûrement déjà entendu ce genre de propos. Mais pourquoi t'as ça? C'est pour m'instruire. T'instruire? Ouais, c'est pour voir ce qu'il faut pas faire au cinéma. Bon, on sait très bien que c'est qu'une excuse, et qu'on aime voir des mauvais films, simplement parce qu'ils sont mauvais. Mais c'est vrai qu'un film raté peut élargir nos horizons et nous aider à mieux prendre conscience que faire un film rien que potable relève déjà de l'exploit. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir qu'on peut réellement tirer des leçons d'un montage raté et ce que ça nous apprend sur les réussites de films plus soignés. Pour moi, un mauvais montage peut être aussi ridicule qu'un jeu d'acteur complètement faux ou des CGI de très mauvais goût. Évidemment, il y a des exemples dont les problèmes sautent aux yeux de tous, qu'il s'agisse de montrer quelqu'un qui saute par-dessus une haie sous 15 angles différents, montrer 10 fois quelqu'un se tourner, ou simplement faire ça. Avant toute chose, je vous recommande vivement le documentaire The Cutting Edge. Si vous voulez découvrir l'histoire du montage depuis les débuts du cinéma, voir en quoi un monteur peut se montrer créatif, et plein d'anecdotes sur des films connus. Ou simplement si vous voulez mieux comprendre ce que c'est que d'être monteur. Le documentaire retrace notamment l'évolution des styles de montage. À l'origine, il s'agissait d'assembler les plans de manière aussi fluide que possible, de sorte que le public ne fasse pas attention aux coupes. Mais avec le temps, certains artistes ont expérimenté avec le montage, ont déconstruit les conceptions établies. Puis face à un public qui s'est habitué à la rapidité de la pub et des clips, le cinéma s'est encore adapté. In XXX, I did have a new editing philosophy. This is really relishing this action moment by making a cubist editing. Vous le savez peut-être, il y a quelques règles fondamentales de montage et de réalisation, et la plus connue est sûrement la règle des 180 degrés. Enfin, plutôt qu'une règle, on va dire que c'est un conseil à suivre pour ne pas troubler le spectateur. Et la règle des 180 degrés, c'est tout simple. Il faut imaginer une ligne tracée entre ces deux personnages qui forment un angle à 180 degrés. Si on filme ici, on est d'un côté des personnages, là, on reste du même côté, et là aussi, c'est le même angle. Mais si on filme un des personnages de ce côté et l'autre comme ça, on franchit la ligne des 180 degrés, il y a une saute d'axe, et ça fait bizarre. Même si on présente une situation simple et qu'on comprend où se situe chaque personnage, on n'a pas l'impression qu'ils se parlent en face à face. Ne pas respecter cette règle peut fonctionner, quand ça ne pose aucun souci de repère spatial. Si on prend cette fameuse scène des Dents de la Mer, là on est d'un côté des deux personnages, attendez un peu, voilà, et là soudain, une saute d'axe. Mais la coupe se fait dans le mouvement de recul du héros, il n'y a donc aucun doute sur sa position, et même, on peut ne pas remarquer qu'il y a eu une saute d'axe. En fait, selon le cas, l'irrespect de la règle peut être un choix délibéré, ou une preuve d'incompétence. Je suis de la police là! Pour que ça marche, il faut comprendre quand il est important, ou non, de suivre les conventions. Il y a des scènes par exemple où la compréhension de l'espace importe moins que le sentiment transmis. Dans The Cutting Edge, on évoque un passage qu'Oliver Stone voulait chaotique pour le film JFK, et le monteur a donc juste coupé des plans au hasard. I sat there and just banged on the keys like this, and I showed it to him the next day, and he went, "That's it. It's in the movie." C'est une scène où Lee Harvey Oswald est soupçonné du meurtre du président, et la voix off explique simplement qu'il a parcouru une certaine distance avant de tuer un policier. Il importe peu de savoir où va le personnage, mais il ressort de ce montage brut un sentiment de confusion qui correspond à ce qui se passe. Par ailleurs, ça ne dure qu'un bref instant, ça ne s'étire pas sur plusieurs minutes, ou même sur tout le film. Par contre, évidemment, un combat entre deux personnages nécessite de comprendre ce qui se passe, où chacun se trouve, qui frappe qui, etc. Et l'exemple parfait de ce qu'il faut pas faire, c'est Vidocq. Vous le voyez, c'est très cut. Ça alterne trop vite entre des plans larges et des gros plans indéchiffrables, et il y a des sautes d'axe tout le temps. Ce qui ajoute à la confusion, c'est qu'à plusieurs reprises, les persos vont dans un sens, et avec la saute d'axe, on croirait qu'ils repartent dans l'autre sens. Ok, on peut dire que ça donne l'idée d'une lutte confuse et désordonnée, il se passe plein de choses à la fois, ça donne des coups dans tous les sens, mais c'est pas agréable de ne rien comprendre à ce qui se passe. Et clairement, le réalisateur ou son monteur se fichait de la cohérence, parce que là aussi, on croirait que ça a été assemblé au hasard. Les coupes ne respectent pas les positions des personnages, et ils n'arrêtent pas de changer de côté du cadre. Là, Depardieu est ici, et au plan d'après, il se retrouve là.
Bref, si vous ne comprenez rien à ce qui se passe, c'est normal, tout va bien. Ce genre de surdécoupage hasardeux est une tendance qui a surtout été remarquée dans le cinéma d'action contemporain. Il y a une opposition très marquée entre les films avec des gens qui savent vraiment se battre, où le montage effacé laisse la place au long plan pour bien mettre en valeur le talent des acteurs cascadeurs, et à l'inverse, les films où on essaye de camoufler le manque de compétences dans ce domaine avec une tonne de cuts, censés donner en même temps une impression de dynamisme. C'est poussé parfois à des extrêmes absurdes, comme ici dans Le Transporteur 3. Il se passe à peine quelque chose que le personnage en est déjà à l'action suivante. Même si on a une vague idée de ce qui se passe, ces ellipses brutales dans l'action donnent l'impression d'assister à de petits sauts temporels. Nous faisons des bonds aléatoires en avant dans le temps comme un saphir qui sauterait sur un disque vinyle. Quoique avec un montage trop découpé et mal construit, on peut aussi gâcher le talent d'un bon artiste martial. Ouais, on dirait pas comme ça, mais là c'est l'acteur principal de The Raid qui se bat, avec une coupe à chacun de ses mouvements. On en est arrivé à un point dans le cinéma d'action où le contenu des plans importe moins que le nombre de coupes. Là, dans Resident Evil 6, on a cet enchaînement de blocs qui vont s'écraser contre un mur, et au milieu, une demi-seconde d'un homme de dos. Ça ne sert à rien, on voit à peine l'arrière du crâne du type, mais ça rajoute un plan de plus. Ce film est sûrement le pire exemple à ce jour de ce découpage excessif. C'est tellement poussé que ça en est hypnotisant. Ici, il y a 4 ou 5 plans à la seconde. C'est à croire que ces réalisateurs essayent de surpasser des films déjà surdécoupés, convaincus que pour faire des scènes d'action encore meilleures, encore plus dynamiques, il fallait toujours plus de coupes. Pour moi, les films de Jason Bourne réalisés par Paul Greengrass sont à la limite. La caméra tremble et le montage est très cut, je n'apprécie pas le style mais je dois admettre que l'action reste lisible. Les plans durent assez longtemps pour être décryptés, ils s'enchaînent de manière cohérente, on repère facilement les véhicules des personnages, surtout le taxi du héros, et on a des plans qui permettent de situer les personnages l'un par rapport à l'autre. La mort dans la peau et la vengeance dans la peau, sortis en 2004 et 2007, ont un style que d'autres ont essayé de copier, sans bien comprendre ce qui faisait que ça fonctionne. C'est évident dans Quantum of Solace quand on voit la façon de filmer les combats, qui dénote avec les précédents James Bond. Mais c'est durant les poursuites, à pied ou en voiture, qu'on sent surtout l'inspiration, et que ça devient vraiment illisible. Les plans sont beaucoup plus courts, il y a des sauts d'axe sans arrêt, des gros plans qui nous perdent volontairement. Là, l'action est aperçue vaguement dans le reflet d'une voiture qu'on n'arrive pas à identifier, et juste après une saute d'axe, puisque le plan précédent, c'était ça. Les rebondissements durant la poursuite sont nombreux. Les coups de feu, l'accident du camion, le pare-choc qui s'enfonce dans la voiture de Bond. Mais ils s'enchaînent trop vite pour être assimilés, et donc pour avoir un réel impact sur le spectateur. Un montage moins cut, qui accorde une durée normale à chaque action, est moins rapide, mais beaucoup plus fluide. Et ça implique plus le spectateur, parce que ce qui se passe paraît en un sens plus crédible qu'une action charcutée et accélérée. Ironiquement, à l'inverse, multiplier les plans peut aussi sembler étirer une action toute simple. Dans Die Hard 5, on a 5 plans pour voir McClane rouler au sol. On dirait presque une scène de comédie. Et on croirait parfois que le surdécoupage est devenu un réflexe, peu importe la scène présentée. Là, dans la fin des temps, on voit juste le héros préparer son petit déjeuner. C'est pas une scène d'action. Mais aux yeux de cinéastes en manque d'inspiration, ce type de montage paraît être un moyen facile de donner une illusion de style à leur film. J'en soupçonne aussi certains qui en ont les moyens de placer plusieurs caméras en même temps, en des endroits choisis au hasard, pour être sûr de couvrir une scène au maximum, et de vouloir tout garder une fois en post-prod. Mais le changement de plan, et surtout le changement de valeur de plan, a un sens, ou plutôt est censé avoir un sens. Si on prend un dialogue, des plans serrés sur les personnages qui parlent est un choix naturel. Ça crée une proximité, et une même valeur de plan crée un lien entre les interlocuteurs. Passer à un plan large au milieu du dialogue, par contre, peut servir à recontextualiser la scène, pour faire intervenir ce qu'il y a autour, ou pour souligner un silence gêné par exemple. Mais placer ça pendant une seconde au hasard en plein milieu d'une réplique, ça n'a pas de sens. J'ai un rendez-vous téléphonique avec le Toubib dans 10 minutes. On verra après, Gmap c'est tout petit. Vous trouvez un restaurant ouvert à cette heure-là? Je ne sais pas comment vous avez le cœur à manger. Moi, quand je pense à mon frère et au ptio, je n'ai plus d'appétit. Appliquer ce type de montage dans le domaine de la comédie, c'est devenu la spécialité de Jean-Marie Poiré. Surtout à partir des Anges Gardiens, apparemment un film de 2h50 qui a été raccourci à 1h47. Non pas en retirant des séquences, mais en les surdécoupant pour se retrouver avec ce rythme frénétique qui ne s'arrête jamais. Mon père, je vous apporte des étouffes répandues. Espèce de monstre!
Il en a fait sa marque de fabrique, atteignant le paroxysme avec Les Gaou et Ma femme s'appelle Maurice, où l'on change de plan toutes les demi-secondes sans raison. Mais je veux te le vendre ton appartement. Je suis quand même plus pro que tes parents, non? D'ailleurs, on pourrait même très bien le garder, je suis sur un gros coup. Ça fait 5 ans que t'es sur des gros coups. Vous remarquez qu'il y a des angles de caméra utilisés qu'une seule fois, pendant même pas une seconde, ce qui en plus de donner un montage de fou furieux, représente un gros gâchis de temps sur le tournage. Il y aura au moins 3000 plans dans le film. Et on était vraiment épuisés, parce qu'on tourne quand même 12 heures par jour. Poiré va tellement loin qu'il y a une scène des Anges Gardiens où Depardieu n'a même pas fini sa phrase pour demander à rencontrer quelqu'un, qu'il lui serre déjà la main. I want to see the manager. Hello, do you speak French? Appliquer ce style tout du long d'un film pendant 1h30, 1h40, ça devient épuisant à voir. À aucun moment on ne peut souffler un peu. Moi c'est Maurice Lecou. Ça t'es pile comme une poule. Ah non mais ça va pas. Et utiliser un montage effréné tout le temps, c'est mettre au même niveau toutes les scènes, alors que la logique voudrait qu'une scène d'émotion ne soit pas rythmée comme une scène d'action. Si on prend Torque de Joseph Kahn, là aussi c'est un film qui ne s'arrête jamais, filmé et monté comme un clip vidéo pendant 1h20. Mais quoi qu'il en soit, il y a des passages appropriés pour un montage dynamique, et d'autres où il faudrait laisser durer les plans, comme quand un personnage médite sur la mort toute récente de son frère. Mais non, ça dure un total de 5 secondes pour 3 plans, et allez, on enchaîne, séquence suivante. Qu'est-ce qu'il va foutre dans une ville qui sait que je contrôle entièrement? Mais passer trop vite d'un plan à l'autre peut aussi causer de simples problèmes de logique, surtout durant des champs contre champs. Ça fait bizarre quand on revient sur un personnage qu'on a vu il y a à peine une seconde, et qui se retrouve dans une position complètement différente, sans qu'il ait eu le temps de bouger. Ok, plugage. On croirait que les personnages se téléportent. Mais le pire, c'est quand le montage est très cut, et échoue quand même à être dynamique. Jean-Marie Poiré, toujours lui, a réussi à rendre mou des passages surdécoupés de Ma femme s'appelle Maurice. Les angles de caméra s'enchaînent rapidement, mais à l'audio il n'y a presque rien, et les plans sont trop courts pour qu'on comprenne quoi que ce soit, donc on a l'impression qu'il ne se passe rien. Montre nos mocassins, monsieur. En fait, c'est censé être un moment de silence gêné, mais pour ça, il faudrait allonger les plans et bien montrer les réactions de chacun. On ne vit pas de moments d'embarras où tout va très vite. Et une dernière chose, quitte à expérimenter avec le montage, autant assumer et y aller à fond pour rendre évident que c'est délibéré. Sinon, le spectateur peut croire que c'est une erreur. Dans le remake de Rollerball par McKiernan, il y a 4 jump cuts répartis sur 1h38, et à chaque fois j'ai cru que mon DVD était rayé et que la lecture sautait, parce que l'effet n'est pas assez marqué pour qu'il semble voulu. Ouais. Tu te souviens? T'as percuté le rail de sécurité et t'as sauté. Je plonge en dessous, je fonce. Sur 3 de ces 4 fois, il s'agit d'une coupe unique au lieu d'une série de coupes. Et en plus, la différence entre les plans assemblés est minime. Pour qu'un jump cut fonctionne, il faut constater un bond temporel, ou au moins un changement évident d'un plan à l'autre. Tu sais à quoi je pense? Au sexe. Au sexe. À la baise. À moins de faire un film aussi expérimental et foutraque que Tuarné, on dit généralement qu'un montage est efficace quand le spectateur n'y fait pas attention, parce que tout est fluide et s'enchaîne naturellement. On ne le remarque que quand il y a des défauts, que ce soit des faux raccords ou un problème de rythme. Personnellement, j'adore le montage parce que ça peut être un vrai processus créatif. C'est une étape où on peut trouver des idées pas forcément prévues au tournage. C'est un truc dont j'ai pris conscience pour la première fois étant ado, en regardant le making-of du Silence des Agneaux. Sans vous spoiler, il y a une séquence du film en montage parallèle, montrant 2 événements simultanés, et cette mise en scène participe à un twist. Clarice. Et ce qui m'avait marqué, c'est que cette idée n'était pas prévue au départ. When I made the first cut of the scene, I'm almost embarrassed to say that, is that I did it without parallel action. C'est là que je me suis rendu compte du pouvoir du montage, qui est une étape de création au même titre que l'écriture ou le tournage. Il ne s'agit pas simplement d'assembler des rushs, mais aussi de faire communiquer les plans de manière nouvelle et imprévue, et dans certains cas, de rattraper des problèmes survenus sur le plateau. The shark didn't work as well or as often as it was supposed to work. And the sad fact was the shark would only look real in 36 frames, not 38 frames. Mais pour ça, il faut encore avoir une idée de ce qu'on fait. Alors, on regarde lequel? Y en a un qui est bien. Non mais je veux dire, lequel en premier?